Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui sera du coup sur quelles sont les stratégies de recrutement adoptées sur cette année 2022. Alors déjà, merci à tous pour votre présence. Sachez que dans les commentaires, donc, vous pourrez discuter avec Victoria s'il y a le moindre souci technique, si vous ne nous entendez pas ou s'il y a des petits problèmes de son de votre côté. Vous pouvez lui écrire, celle qui se chargera de vous donner la marche à suivre pour que ça marche bien de votre côté. Et il y aura aussi du coup Rodolphe et Rémi qui seront présents sur le chat. Si jamais vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas à leur écrire directement. Ils seront très réactifs par rapport à ça et nous, on pourra y revenir aussi en toute fin de webinaire. Il y aura tout un atelier de questions-réponses aussi. On va juste attendre les quelques derniers participants qui arrivent et je pense qu'on va pouvoir commencer assez rapidement. Hop. Du coup, encore merci à tous de votre présence. Donc, l'idée de ce webinaire, comme on le disait, donc, ça sera de traiter sur les stratégies de recrutement adoptées sur 2022. Si on a voulu faire ce webinaire, c'est clairement, je pense que vous avez dû le voir aussi de votre côté, c'est que le marché candidat est actuellement extrêmement tendu. Donc, on avait voulu aussi faire ce point-là pour justement vous donner quelques tips sur comment se différencier aussi actuellement. Pour ce faire, donc, je serai accompagné de Jean Guillain, qui est notre directeur suisse d'Unteed, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Jean Guillain. Je suis depuis 25 ans dans le secteur du recrutement en Europe et en Amérique latine. Et je suis au sein de chez Hunted depuis 6 ans. Et de moi-même, du coup, donc, qui suis actif en Suisse depuis maintenant 6 ans sur le marché du recrutement et depuis 2 ans chez Unti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être un petit rappel sur Unti. Donc, nous, on est vraiment une plateforme digitale B2B qui va mettre en relation d'un côté une communauté de recruteurs qui, eux, vont être spécialisés par secteur d'activité ou sur une typologie de profil bien précise, avec des structures qui souhaitent externaliser en plusieurs de leur recrutement. Donc, ça, on y reviendra aussi en toute fin de webinaire aussi pour si vous avez des questions supplémentaires par rapport à nous. Et on va pouvoir, du coup, tout de suite commencer par rapport à ce webinaire. Donc, quels sont les sujets que l'on va aborder durant cette prochaine demi-heure? Donc, on va tout d'abord faire un état des lieux sur le marché du recrutement actuel, où est-ce qu'il en est, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est tendu aussi du côté candidat. Ensuite, on passera aux différences qu'il y a entre les différentes générations sur le marché de l'emploi. Et un point très important aussi, où on s'y attardera un petit peu plus longtemps sur le marketing et sur le marketing surtout au service du recrutement. Et on terminera du coup par un dernier point sur le processus de recrutement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur l'apparition de solutions qui ont bouleversé nos habitudes et qui sont devenues incontournables aujourd'hui. Nos habitudes d'hier, y compris dans le recrutement, ne correspondent plus forcément au marché d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, et j'imagine pour la majeure partie d'entre vous, c'est une évidence, mais pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Donc, il me paraissait important de le rappeler. Donc, quelques chiffres. 1989, apparition d'Internet. Aujourd'hui, c'est 4,9 milliards d'utilisateurs. Ensuite, 98, apparition de Google. Aujourd'hui, c'est 257 milliards de chiffre d'affaires. 99, l'apparition de Monster, donc le premier job board. À cet effet, Job Cloud, 2000, donc sur la Suisse, avec aujourd'hui 18 000 offres d'emploi qui sont en ligne chaque semaine. Le premier acteur mondial, Indeed, 250 millions de visiteurs uniques et 225 millions de CV. Et en 2002, apparition de LinkedIn avec 850 millions de membres, dont 3,2 millions qui sont basés en Suisse. N'oubliez pas, juste, oui, pardon, excuse-moi Romain, ne pas oublier que sur la Suisse a la particularité aussi d'avoir beaucoup de personnes qui sont sur le réseau social Xing, dédié aux pays germaniques. Et il y aura aussi un tas de nouveaux acteurs, notamment les réseaux sociaux les plus connus. Normalement, vous aurez un sondage aussi sur la partie droite pour savoir si vous avez déjà utilisé l'un de ces réseaux-là pour justement intervenir sur votre recrutement. Donc, peut-être un petit point rapidement, hein, encore une fois, c'est peut-être pas des acteurs que l'on connaît par rapport à ce secteur d'activité-là, mais pour vous donner un ordre d'idée, Twitter, ça reste quand même plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois
et on trouve sur Twitter actuellement 30% des annonces d'offres d'emploi mondiales. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte sur les 10 prochaines années aussi, où les choses changent, même si on ne pense pas forcément à eux dans un premier temps quand on parle recrutement. Il faut quand même le garder en tête. Et c'est d'ailleurs ce qu'un groupe de supermarchés français a fait, donc, qui s'appelle Système U, pour une campagne de recrutement de bouchers. Bon, certes, ça reste un profil assez atypique, mais pour tout vous dire, ils ont du coup mandaté une startup qui allait justement intervenir sur ces réseaux-là. Et finalement, au bout de 2 ou 3 semaines, je crois, de mémoire, ils ont réussi à avoir 8500 candidatures qualifiées par rapport à ça, dû aux algorithmes de Facebook, Instagram, TikTok aussi, pour justement cibler au mieux les candidats potentiels qui auraient déjà liké, par exemple, des vidéos sur de la cuisine, sur de la nourriture aussi. Et ça a intervenu finalement sur 60 recrutements en moins d'un mois. Donc, encore une fois, c'est encore tout récent, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte et que ce soit pour le recrutement très simplement, soit aussi sur toute la communication en amont de vos différents recrutements aussi. Un point important aussi que l'on voulait vous parler, vous avez tous sans doute entendu parler de la vague de démissions qu'il y a eu aux États-Unis ces 2 dernières années. Euh, il faut savoir que on n'est pas à l'abri en Suisse non plus de cette vague-là, à savoir que PwC a fait cette année une étude où 20% des salariés suisses envisagent un changement d'emploi sur les 12 prochains mois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même s'il y a eu un turnover assez faible sur ces 2 dernières années dû à la crise sanitaire, ce n'est pas pour autant que ça ne va pas changer et que le turnover naturel va revenir aussi peut-être un petit peu plus fortement. Comme le disait Romain, effectivement, le marché est très tendu et on a une véritable pénurie des candidats. Donc, il faut avoir conscience de ça et surtout faire prendre conscience aux personnes impliquées dans les recrutements que le marché va rester encore très tendu. J'en veux pour preuve. Un taux de chômage de 2,3% en Suisse, un chiffre qu'on n'avait pas atteint depuis 10 ans. Il était de 3,7% il y a un an. Un nombre de chômeurs, comme c'est écrit, qui a tendance donc à baisser de 30%, et surtout 100 000 offres d'emploi qui sont encore à pourvoir. À cette difficulté à recruter vont venir se rajouter 3 phénomènes qui vont rendre les choses encore plus complexes. Une population vieillissante. Donc, on a les fameux baby boomers, qui sont partis ou qui partent en ce moment à la retraite. Donc, on est en train, donc ça selon une étude du Crédit Suisse, ça représente 1,1 million de personnes qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, avec un pic à 125 000 nouveaux retraités pour 2029. Donc ça, c'est d'une part. Deuxième phénomène, c'est aussi se rajouter les nouvelles compétences qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de nos entreprises. Des compétences qui n'existent pas encore du fait de nouvelles avancées technologiques et qui vont apparaître. Et le dernier, troisième point, qui est un phénomène plus récent, qui est apparu avec la pandémie. Une volonté de relocaliser des compétences qui étaient externalisées sur des pays à bas coût, et ces fameuses compétences qui sont relocalisées pour diminuer les risques de rupture dans la production, entre autres. Et souvent, ces compétences, malheureusement, sont très dures à trouver car elles ont disparu. À ces bouleversements économiques, on va devoir faire face aussi d'un choc générationnel. Alors, un choc ce que j'appellerais une génération Kleenex contre une génération mouchoir. On a d'une part des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite ou sur le point de l'être, et d'autre part, donc, ceux qui sont entrés dans la vie active depuis quelques années. Donc, nos aînés, ils ont fait carrière dans une seule entreprise. Ils ont du mal à comprendre que leurs enfants ou petits-enfants changent régulièrement d'emploi. Et quand nos aînés ont changé d'emploi, c'était souvent subi plutôt que choisi, avec les chocs psychologiques qui vont en découler. Et en fait, on a de nombreux jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas vivre ça. Le travail pour eux est souvent un moyen, une finalité. Ils veulent maîtriser leur choix et souvent, ils peuvent se le permettre, du fait d'un marché du travail très tendu. Et ça, en plus, pour accompagner ces propos-là, hein, ça, on peut le voir aussi avec des données chiffrées où
justement, une entité, donc Statista, a fait cette étude-là, où pour tout dire, en 93, la tranche d'âge des 25-39 ans reste en moyenne 12 ans dans la même entreprise. En 2019, ça a totalement changé, on a pratiquement diminué par deux, ou en tout cas divisé pas par deux, où il reste maintenant actuellement en moyenne 7 ans. Et là où on pensait que ça aurait pu être un peu plus stable sur la tranche d'âge des 40-54 ans, là où en 93, il restait en moyenne 23 ans dans la même structure, finalement, en 2019, c'est pareil, ils ont pratiquement divisé par deux aussi, où maintenant ils vont rester en moyenne 14 ans. Donc ça, c'est des enjeux aussi importants et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment s'attarder à comment garder ces employés au sein de leur structure et comment essayer de les engager aussi au maximum. C'est d'ailleurs une étude qu'a fait Academic Work sur ces dernières années en Suisse, où justement ils ont fait une étude sur les jeunes professionnels, donc sur les moins de 5 ans d'expérience, où ils leur ont demandé du coup qu'est-ce qui vous fait postuler à une entreprise et qu'est-ce qui vous fait rester aussi au sein de cette structure-là. Donc juste pour s'attarder rapidement sur le top 3, on aura dans un premier temps du coup les salaires et les avantages. Alors on peut penser que ça peut être que le salaire, mais attention, les avantages deviennent de plus en plus importants, comme par exemple d'ajouter une semaine de congé en plus, comme par exemple avoir peut-être des abonnements à une salle de fitness par exemple. Comme aussi avoir de la flexibilité sur leurs horaires aussi. Donc ça, c'est les choses qu'il faut prendre en compte et ne pas s'attarder uniquement sur le salaire aussi. Et ensuite, on va retrouver donc un petit peu plus classique, hein, forcément, un environnement de travail très agréable avec des collègues sympathiques. Forcément, c'est toujours important aussi. Et en troisième, donc ça va être les possibilités d'évolution. Et ça aussi, c'est un point sur lequel il faut s'attarder, qui est de donner de la visibilité à vos collaborateurs. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il pourra faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans au sein de votre structure, forcément, il va moins être engagé que quelqu'un qui a des career steps, par exemple, qui sont clairement définis et sur lesquels il peut se projeter aussi. Pour se donner un maximum de chances de réussir son recrutement, je pense qu'il va être important de définir une véritable stratégie de long terme et surtout de la faire adopter à l'ensemble de l'entreprise. On doit améliorer l'engagement autant en interne pour mettre en place cette politique et l'engagement de potentiels futurs salariés. Et on parle à ce moment-là de marketing du recrutement, hein, qui est vraiment un processus qui va consister à attirer et à fidéliser toutes les populations cibles, principalement via des supports digitaux, mais ayant pour vocation de créer de l'engagement et éventuellement donc de pouvoir recruter ces personnes. C'est aujourd'hui, je pense, une stratégie qui est incontournable si on veut attirer et fidéliser des futurs collaborateurs. D'ailleurs, à cet effet, si vous voulez en savoir plus, Victoria va vous partager sur le chat un article de notre blog sur ce sujet. Avant d'aller plus loin sur ce marketing de recrutement, je voudrais et pour illustrer de l'utilité, je voudrais qu'on revienne sur un chiffre. Donc, 117 000 francs. Alors, effectivement, 117 000 francs, c'est peut-être le prix d'une voiture de sport ou de l'utilisation d'un jet privé pour aller sur des lieux de vacances. Mais c'est surtout, Romain. Ça va être surtout, c'est un point important aussi, ça va être le coût d'un recrutement raté en moyenne en Suisse. Donc ça, du coup, c'est la NBRI qui a fait cette étude-là, où finalement le coût d'un recrutement raté coûterait, ou représenterait en tout cas, 1,5 à 2 fois le salaire moyen annuel de la personne. Donc ça, bon, bien sûr, ça reste une moyenne, hein, ça va dépendre de la taille de votre structure, ça va dépendre de la seniorité du candidat, ça va dépendre de la volumétrie de recrutement, ça dépend du secteur d'activité, il y a plein de variables aussi par rapport à ça. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que surtout, ça va prendre en compte donc, tout ce qui est frais de diffusion, du temps qu'on consacrait à la réception des candidatures, au traitement des CV, aux premiers entretiens, surtout au coût d'intégration aussi d'une personne, où forcément ça va prendre du temps aussi à d'autres employés, ça va prendre en compte aussi la perte liée, la perte de rémunération de votre structure liée du coup à ce recrutement loupé. Puis aussi, du coup, forcément, tous les coûts d'un nouveau recrutement qui va être engendré aussi par ce recrutement raté. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère non plus. Ça représente une jolie somme, comme on l'a dit. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on voulait faire un petit point aussi par rapport à ça et pour donner un petit peu plus de valeur à ce qui va être dit aussi par la suite. Et c'est pour ça que on voulait vous faire aussi un gros point par rapport au marketing, puisque actuellement, en 2022, ce n'est plus uniquement les recruteurs qui ont toute la responsabilité d'un recrutement.
C'est beaucoup plus vaste que ça aussi. Il y a aussi toute la partie communication en amont fait sur les réseaux qui vont aussi aider les ressources humaines à pouvoir trouver le bon candidat rapidement. Donc le premier point, ça va être notamment un discours adapté à votre cible. Forcément, vous le savez, on ne va pas vendre une structure de la même manière à quelqu'un qui a 25 ans, 35 ans ou 45 ans. L'idée, encore une fois, derrière ça, c'est d'aller se renseigner en interne auprès de vos collaborateurs sur savoir justement ce qui leur a plu au moment où ils ont postulé dans votre structure, ce qui leur plaît aussi actuellement, et essayer de cartographier ça via les tranches d'âge aussi en interne pour pouvoir pousser ça aussi directement et mettre ça en avant sur les offres qui correspondront aussi à la seniorité du candidat. On en discutait avec Jean-Guy la dernière fois. Effectivement, c'est vague sur les dernières années, il y a eu une vague de bon, on a un baby-foot dans notre open space, c'est super, mais si on va chercher quelqu'un de très senior, ça n'aura pas autant d'impact que si on veut recruter un très junior aussi. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. L'autre point important, ça va être la marque employeur, où il y a une petite stat en bas de cette slide-là qui est très importante aussi, où lorsque un candidat va tomber sur votre offre, c'est simple, il y a déjà 2 candidats sur 3 qui vont aller vérifier sur Internet. Donc, ça peut être sur les Glassdoor, ça peut être sur Google, ça peut être sur JobUp, un petit peu quelles informations est-ce qu'ils peuvent trouver sur votre structure. Donc, ça, encore une fois, si on est invisible un peu partout sur Internet, c'est bien simple, il y a 40% des candidats qui ne vont même pas postuler à cause de cette raison-là. Donc, c'est là où ça va être important aussi d'essayer de se mettre une routine, donc en relation avec votre service communication, s'il y en a un aussi dans votre structure, de justement essayer de faire des posts peut-être de manière routinière, encore une fois, que ce soit une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, pour justement essayer de gagner au maximum en visibilité aussi. Autre point important, quelque chose qui peut se faire très simplement aussi, c'est d'engager aussi tous vos collaborateurs dans vos différents recrutements. Et ça peut être très simple. Si vous mettez une annonce sur LinkedIn, sur JobUp, par exemple, vous allez juste demander soit aux collaborateurs du département en question de partager cette offre-là. Ça vous donnera encore plus de crédibilité aussi. Ça montrera que vos collaborateurs sont engagés dans votre structure et ça projettera aussi forcément d'autant plus sur le candidat étant donné que ça vient d'un opérationnel entre guillemets. Et on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Il y a toute cette notion d'ambassadeur au sein de votre structure qui peut être très intéressante. Le troisième point, s'informer sur les nouveaux outils, sur les nouveaux canaux de communication. Encore une fois, on l'a vu au tout début de ce webinaire-là. Il y a des nouveaux acteurs qui sont les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, auxquels on ne pense pas, mais qui finalement peuvent s'avérer extrêmement utiles sur tout ce qui est de la communication en amont. Faire parler de vous, encore une fois. Lorsque l'on voit une annonce d'une société sur laquelle on a déjà vu une pub passer sur Instagram ou sur Facebook, par exemple, forcément, ça donne encore plus de crédibilité aussi. Et le dernier point, c'est d'adopter une stratégie de contenu en recrutement. Alors ça, il y a Victoria qui va vous mettre en commentaire aussi une page d'un site qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est un site français à la base, mais où ils ont créé des pages d'entreprise vraiment très intéressantes, où il y aura énormément d'informations sur la culture d'entreprise, sur l'entreprise en question aussi, et notamment des interviews de différents chefs de département. Et ça, vraiment, c'est un point important. Essayez de trouver des ambassadeurs. Ça va grandement vous aider aussi, rien que de faire une interview d'un chef de département IT, par exemple. Ben, les candidats vont plus en savoir aussi sur le day-to-day job. Donc, ça va les projeter aussi beaucoup plus facilement. Et surtout, ça va mettre un petit peu plus d'humain sur un recrutement plutôt que juste un CV sur une annonce. Autre point aussi important qu'il faut prendre en compte, ça va être aussi ce que vous allez proposer, ce que vous allez mettre en avant, qui peut être en déphasage complet par rapport à ce qu'attendent les futurs employés aussi. Donc là, par exemple, on a pris le sujet de cette dernière année, je pense que vous êtes bien au courant aussi, c'est le télétravail, où justement il y a une étude qui a été faite sur qu'est-ce qu'attendent les employés par rapport au télétravail versus ce qu'attendent les employeurs. Donc là, très très rapidement, pour faire un point là-dessus, ça va être si par exemple vous allez mettre en avant au maximum que vous avez une journée de télétravail par semaine, finalement on se rend compte que ça va plébisciter finalement uniquement que 12% des candidatures. Donc à prendre aussi en compte si nous, de notre côté, au sein d'Until, on a pu voir des propositions qui ont été refusées surtout à cause
du télétravail et du temps de télétravail, ça peut mener aussi à vous donner des cartes, à en rediscuter en interne aussi, pour justement être plus à la page aussi par rapport à ça et toujours pouvoir essayer d'attirer au maximum de candidats sur vos postes. Donc, on a vu tout ce qu'il fallait faire maintenant en amont de la publication d'annonces. Et maintenant, voilà, quand on a réalisé toutes ces tâches, je pense qu'on va passer à l'annonce en tant que telle. Alors, concernant l'annonce, sur la fiche de poste, soyez pragmatif. Soyez le plus exhaustif possible. Si vous annoncez quelque chose, validez que c'est la réalité. Impliquez l'opérationnel concernant le descriptif des tâches. L'approximation, elle jouera en votre défaveur, surtout au moment où votre candidat va devoir choisir entre différentes propositions de poste. Concernant la rémunération, là aussi, soyez dans le marché. Ne pensez pas du fait de votre notoriété que vous pouvez proposer moins de salaire. C'est faux. J'en veux pour preuve ce qui se passe en ce moment avec Tesla, avec leur Gigafactory en Allemagne. Ils doivent avoir normalement 12 000 salariés et seuls 3 000 sont présents. Sous prétexte que le salaire proposé par Elon Musk est 20% en dessous du marché en Allemagne. C'est ce qui est des propos qui ont été remontés par IG Metall. Aussi, en plus, expliquer le contexte. Alors, effectivement, Romain est bien revenu dessus dans toutes les communications à faire, mais faites-le aussi dans l'annonce. Okay, revenez sur le contexte de l'entreprise. Expliquez pourquoi, le why. Expliquez pourquoi l'entreprise. Expliquez le pourquoi de la tâche. Là aussi, normalement, Victoria va vous mettre sur le chat un lien vers une communication sur l'explication de l'importance du why dans l'entreprise et du fait que ça peut rendre des entreprises sur la voie de la réussite. Donc, attention à bien préciser tous ces éléments et aussi, bien sûr, la culture d'entreprise. Une fois que la fiche de poste va être réalisée, il y aura ensuite du coup plusieurs choix encore à faire, notamment est-ce qu'on internalise sur recrutement ou est-ce qu'on l'externalise via un partenaire tiers. Il faudra ensuite définir ça ou ses cibles. Très, très, très important. Et par rapport à ça, ensuite, on pourra décider de comment est-ce qu'on va communiquer sur cette cible-là et surtout sur quels canaux est-ce qu'on va les communiquer. Encore une fois, là, il y a une étude qui a été faite aussi en Suisse en 2017 sur les canaux de sourcing qui sont utilisés pour des recrutements internalisés. Là encore, ce qui est important de noter, c'est qu'il y en a une multitude. Ça, c'est important aussi de le noter. Et très peu sont utilisés finalement en exclusivité. Donc là encore, selon comment est-ce que vous décidez de là où est-ce que vous allez mettre votre annonce, ce qui est important aussi, c'est de bien penser à comment est-ce que vous allez gérer tous ces canaux-là. Parce que, par exemple, juste si on utilise uniquement les sites dédiés comme les job boards, là encore une fois, on arrive sur un autre choix où il y aura une multitude d'offres qui vont être face à vous. Donc, il y aura des cabinets généralistes comme JobUp où justement vous pourrez mettre un petit peu tous les jobs que vous souhaitez. Mais c'est intéressant aussi de se renseigner sur les job boards qui vont être plus spécialisés par secteur d'activité ou par métier. Après, une fois que vous avez fait l'ensemble de ces choix, dans la joie, maîtrisez votre tempo. C'est vous qui donnez le tempo. C'est vous qui allez donner le rythme pour le processus de recrutement. Entre guillemets, vous allez être un véritable métronome. Je pense que ce tempo sera d'autant plus facile à respecter en interne que les personnes ont conscience des difficultés du recrutement. En ce moment, la période estivale va commencer avec le lot de congés. Valider la disponibilité des différents interlocuteurs dans le processus de recrutement. Faites intervenir, encore une fois, les opérationnels et engagez-les. Une fois que la sélection est faite, que le contrat de travail est signé, ce n'est pas fini. Préparez l'onboarding. Il peut se passer beaucoup de choses entre la signature du contrat et le commencement. Les candidats sont sursollicités. Ce n'est pas parce qu'il a signé qu'il va forcément venir au sein de votre entreprise. Donc, gardez constamment contact avec lui entre le moment de la signature et sa date d'arrivée. Faites une checking list.
Vérifier que tout est prêt au moment où il va intégrer l'entreprise. Vérifier que tout est respecté. Donner le sentiment au candidat qu'il est attendu et qu'on souhaite l'accueillir. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants et qui vont faire et qui vont participer à la bonne réussite de l'intégration du candidat. Exactement. Sachez que justement par rapport à ça, la première impression va être très importante. On peut gagner énormément sur l'engagement d'un candidat juste en l'accueillant parfaitement bien et qu'il voit que tout est structuré. Ça lui fera une excellente première impression aussi. Donc, peut-être pour revenir sur les différents points et sur la conclusion, donc les gros points marquants, ça va être surtout, dans un premier temps, faites attention à votre marque employeur. Encore une fois, on le répète, ce n'est plus un sujet qui va concerner uniquement les ressources humaines actuellement. C'est vraiment toute la structure qui doit s'engager aussi par rapport à ça, où c'est un marché tendu, on le sait, donc du coup, il faut se différencier, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut que l'on il faut que l'on vous connaisse aussi par rapport à ça. Euh, Faites confiance aussi à vos employés. Engagez-les aussi au maximum dans les différents processus, sur les réseaux aussi. Lorsque vous mettez une annonce sur LinkedIn, s'ils la partagent, encore une fois, bah, ça touchera un maximum de personnes aussi. Et il y aura plus de retours il y aura plus de retours candidats aussi, excusez-moi. Et le dernier point, du coup, le processus bien maîtrisé aussi, le recrutement, encore une fois, que ça soit durant la période des entretiens ou à l'onboarding, si le candidat sent que c'est très structuré, que tout est clair, qu'il y a un maximum de transparence aussi de son côté, bah forcément, ça vous donnera plus de crédibilité et il s'engagera aussi beaucoup plus rapidement avec vous. Tout ça, c'est clairement mis en évidence par une étude qui a été menée par LinkedIn. Si vous réalisez l'ensemble de ces opérations, on obtiendra, selon LinkedIn, 28% de réduction dans le turnover de l'entreprise, 50% de réduction dans le coût d'un recrutement, 50% de candidatures en plus sur vos annonces et 1 à 2 fois moins de temps pour recruter. Donc ça, ce sont des éléments tangibles sur la réussite de la mise en place d'un marketing du recrutement. Mais c'est un travail de longue haleine, on en a conscience. Donc voilà de ce qu'il en est. Après, certaines fois, bien entendu, il se peut que on n'arrive pas à trouver un candidat via les moyens internes, même si on fait toute cette to-do list juste avant. Donc, on voulait juste revenir avant de passer aux questions-réponses rapidement sur Unteed. Donc, nous, Unteed, encore une fois, une plateforme de mise en relation entre des experts en recrutement et des sociétés qui souhaitent externaliser en plusieurs de leurs besoins. L'idée de notre plateforme, c'est qu'il va y avoir énormément d'intelligence artificielle qui, lorsque vous allez mettre une annonce sur notre plateforme, elle va être poussée vers les recruteurs qui auront déjà été pertinents sur ce secteur d'activité ou sur ce type de poste. On a une rémunération uniquement au succès, donc tout ce qui va être de la mise en ligne d'une annonce, tout ce qui est de la présentation des candidats, tout ça se fait uniquement sans frais et il y aura une facturation uniquement si un recrutement est effectué via Unteed. Donc ça, je vous rappelle, c'est une facture qui est unique et nous, on s'occupe de réattribuer de la moitié au cabinet de recrutement qui aura trouvé le bon candidat. Euh, voilà de ce qu'il en est. Je pense qu'on peut passer maintenant aux questions si vous en avez. Euh, pour le coup, on est disponible encore quelques minutes par rapport à ça. Alors, donc Je vais si on remonter aussi reprend, un peu dans le chat. voilà, je remonte les questions. Alors, le replay du webinaire, donc ça, je pense que tout ça, ça a été, voilà. Alors, sur les éléments techniques, j'espère que tout ça, ça a été répondu. Est-ce que les candidats Alors, sont-ils tous au clair avec les différents canaux d'acquisition? Euh, c'est vrai que pour le coup, ceux qui vont être dans le secteur d'activité, qui vont être dans un secteur d'activité spécialisé, ils seront au courant. Après, c'est sûr que sur les métiers plus de back-office, support, effectivement, lorsque l'on arrive sur, si on tape par exemple Job Board Suisse, effectivement, ça va être surtout JobUp qui va remonter tout en haut de cette liste-là. Mais ceux qui vont être vraiment spécialisés, bah, ça soit par exemple dans l'horlogerie, par exemple pour JobWatch, forcément, ils vont être au courant aussi. Et s'ils ont eu une connaissance aussi avec certains cabinets de recrutement, pour le coup, normalement, ils auront toutes ces informations-là. Marion, une majorité d'entreprises ne sont pas assez à faire de l'approche directe.
Processus de recrutement et diffusion d'annonces. Pour beaucoup de sociétés, le sourcing et l'approche directe de candidats constituent la majeure partie des recrutements du fait de la pénurie, justement. Les deux. Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. Encore une fois, il faut mixer les possibilités. Il ne faut pas écarter l'éventualité qu'à ce moment-là, il y ait une personne qui ait quitté son entreprise pour une raison X ou Y et qui soit en recherche active. La population est faible, mais ça existe. Donc, il ne faut pas l'exclure. Mais effectivement, beaucoup va être fait par le sourcing et par une approche directe, comme l'a reprécisé Rémi. Donc, j'espère que nous avons répondu à toutes les questions. Je vois que effectivement Victoria aussi. Je crois qu'on a fait le tour concernant les différentes questions. Je ne sais pas, j'attends juste de voir. L'évolution horizontale peut-elle réellement fidéliser des candidats ou s'agit-il d'un argument attractif seulement pour les employeurs? L'évolution horizontale. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la chose. Ou s'agit-il d'un argument attractif seulement pour les... Alors, peut-être quelques précisions. Évolution, je pense que la possibilité, effectivement, de voir beaucoup de choses. Alors, sur les jeunes recrues, c'est la possibilité de fidéliser. Je pense qu'il y a beaucoup de papillonnage qui se fait par curiosité pour voir d'autres choses, mais il n'y a pas forcément une volonté de carrière qui se prononce. Donc, peut-être un peu moins que ce qu'il y a il y a 10 ans ou 20 ans. Et pour parler de ça aussi, hein, pour le coup, je pense que c'est d'autant plus vrai sur les jeunes professionnels actuellement, où pour le coup, on va plus chercher, encore une fois, on en a discuté un petit peu, on va plus chercher un sens à ce que l'on fait. Donc pour le coup, on va plus chercher à s'éclater dans notre travail tous les jours sans forcément aller chercher des postes de management ou alors une évolution hiérarchique comme on a pu le voir par le passé aussi. Et c'est vrai qu'on le voit aussi actuellement, hein, c'est pour ça que beaucoup de structures ont une hiérarchie beaucoup plus horizontale aussi actuellement, où il y aura beaucoup plus de postes transverses, où justement on ne va pas rester fixé sur son day-to-day job, mais on va justement essayer d'acquérir un petit peu des compétences en marketing à droite, des compétences en IT à gauche. Et c'est ça aussi qui va rendre le travail beaucoup plus intéressant pour les jeunes professionnels, où ils vont être vraiment dans cette capacité de pourquoi je fais ça, je vais apprendre ça pour pouvoir faire ça aussi après. Donc pour moi, pour le coup, Merci c'est Valérie. vraiment quelque Ouais, chose de merci, clé. pardon, merci Valérie aussi, effectivement, pour ta réponse. Et j'espère, Lucie, qu'on a bien répondu à ta question. Alors, Marion. Au Tenue, nous avons la chance d'avoir une marque employeur du marketing RH déjà en place, une présence forte sur les réseaux, des initiatives, mais des attentes des candidats aujourd'hui ne sont toujours pas en accord avec la réalité de l'industrie. Pas de travail le week-end, demande très spécifique pour les emplois du temps qui entraînent des équipes avec les membres de l'équipe, etc. Mais quelles sont les approches? Alors, la matière. Les industries comme les nôtres, alors beaucoup vont passer par de la formation, de la formation, de la formation, de la formation et des compromis. Des compromis aussi de la part des entreprises. Comprendre pourquoi les personnes ne souhaitent pas venir. Voilà, il y en a certaines, effectivement, qui vont dire que le week-end est quelque chose de sacro-saint, mais ça ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, donner des arguments pourquoi ça va être intéressant, le why, le fameux, pourquoi travailler le week-end, ça va être intéressant pour lui de le faire. Ça, je pense que c'est important. Après, il y a aussi, alors, il faut essayer de travailler et d'éviter cette inflation salariale, mais peut-être que sur certains métiers, on était en dessous d'un niveau de rémunération de marché. Donc là aussi, il va falloir peut-être essayer de s'aligner sur certains salaires. Concernant la difficulté des tâches, effectivement, certains métiers sont plus pénibles que d'autres, mais il va falloir compenser par d'autres choses pour retirer de la pénibilité pour le poste. Est-ce que ça peut passer par une diversification des tâches, des possibilités d'aller sur justement du mouvement horizontal, comme il était précité? Peut-être que c'est une option. Mais effectivement, le phénomène de l'hôtellerie et de la restauration reste quelque chose de très complexe tant qu'on a un énorme éloignement entre les attentes des entreprises et les attentes des salariés. Il faut rapprocher les deux. Mais bravo pour tout ce qui a été mis en place maintenant.
Et peut-être par rapport à la question de Lucille, par rapport aux bonnes pratiques à appliquer lors des recrutements, mais auprès des collaborateurs déjà présents, déjà, je pense qu'il y a un gros travail en amont, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, à qu'est-ce qui les a fait venir dans votre structure et qu'est-ce qui leur plaît actuellement dans votre structure. Si vous faites ça par département, par tranche de seniorité aussi, ça vous donnera déjà dans un premier temps, peu importe la taille de l'entreprise, hein, ça vous donnera déjà une cartographie très claire sur qu'est-ce qui plaît en votre entreprise, qu'est-ce qui plaît dans votre entreprise, excusez-moi, par rapport à ce département, par rapport à ce niveau de seniorité-là. Et surtout, vous pouvez aussi leur demander qu'est-ce qui leur plaît un petit peu moins. Donc comme ça, vous aurez déjà aussi une idée de qu'est-ce que peut représenter cette personne-là par rapport au marché du candidat. Et ça vous donnera une idée claire sur qu'est-ce qu'il faut mettre en avant lors des premiers appels téléphoniques aussi, hein, parce que ça, il faut s'en rendre compte, hein. Actuellement, les ressources humaines et les postes de recruteurs sont les premiers sales de la structure en question aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut survendre le poste non plus, mais ça veut dire de avancer les bonnes choses où vous saurez que ça aura un impact direct sur le candidat puisque du coup, vous êtes renseigné en interne aussi. C'est là où ça peut faire une différence, notamment en tout début de processus aussi. Je reviens sur l'échange de Manon et de Victoria. Euh, tout ce que vous mettez en place, manifestement, chez Manon, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au sein de ses établissements, de son établissement. Ben, communiquer là-dessus, c'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres hôtels, d'autres restaurants qui ne l'ont pas déjà fait. Donc, tous ces éléments vont constituer un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais communiquez-le en amont sur les réseaux sociaux comme vous le faites. Donc, je pense qu'entre Manon et Victoria, il va y avoir beaucoup d'échanges par la suite. Selon vous, quel est le job board canal le plus pertinent pour un marketing d'entreprise réussi, pour une société suisse, encore à taille humaine, en pleine évolution ou en Europe? Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le marketing digital qui peuvent vous accompagner là-dessus, sur tout ce qui est le marketing RH, et justement pour des entreprises à taille humaine. Et il y a aussi pas mal d'outils hein, qui permettent de... vous allez créer un post et ça va automatiquement l'envoyer sur votre Facebook, sur votre Twitter et sur votre LinkedIn, par exemple. Ça, je sais qu'on a une newsletter par rapport à ces outils-là. Il faudra que je retrouve exactement quel outil te permet cette multidiffusion. Mais l'idée, encore une fois, hein, c'est de ne pas se cantonner à un seul réseau social. L'idée, c'est si vous êtes un peu présent partout, bah forcément, ça augmentera vos visibilités aussi et ça touchera pas non plus les mêmes personnes. De toute manière, si vous avez besoin de plus d'informations, dans le chat vous a été communiqué un accès à l'agenda dans lequel vous pouvez prendre un rendez-vous. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez un rendez-vous et on prendra le temps s'il faut revenir sur différents points. On est à votre disposition. Je crois que ça a été de communiquer l'agenda. Oui, ça a été communiqué un peu plus haut à 11h28. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, si vous avez la moindre question, dans tous les cas, vous avez nos coordonnées ici. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur Until ou sur d'autres éléments que l'on a pu voir durant ce webinaire, sachez que dans tous les cas, vous allez bien recevoir cette présentation et en version PDF et en version vidéo ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à tous d'être venus. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Bonne journée.